Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette deuxième session d'atelier dans le cadre de la deuxième édition d'Une fois une voix. Donc, Une fois une voix, concours de podcast documentaire destiné à tous les adolescents du monde entier, dont le thème cette année est Un espace à soi. Je rappelle d'ailleurs à ce titre que nous avons tout un tas de ressources sur le site d'Une fois une voix, des entraînements, des conseils, et vous pouvez aussi retrouver les précédents ateliers de la saison dernière donc sur notre site dans la section ressources. Bonjour Samia. Bonjour. Donc, nous sommes très heureuses de t'accueillir dans le cadre de cette deuxième édition. Et pour commencer, je vais te demander, s'il te plaît, de te présenter. Alors bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Samia Basile, j'ai 33 ans et je fais du podcast depuis maintenant 4 ans et plutôt du podcast documentaire. Je faisais avant un métier qui n'avait rien à voir, mais j'ai quitté ça, en 2018 et là, j'ai découvert qu'il y avait une formation de podcast qui se lançait, et moi, j'avais découvert pendant mes études, les podcasts. Parce que j'ai fait une partie de mes études aux États-Unis et que là-bas, ça commençait à devenir assez gros le podcast, avec notamment Serial, qui est un gros podcast documentaire. Et donc là, je me suis dit, quand j'étais aux États-Unis déjà, j'aimerais bien en faire un jour, mais voilà. Donc ça s'est vraiment présenté en 2018. J'ai fait cette petite formation et suite à ça, j'ai fait un podcast autoproduit sur une manifestation et sur notamment une secouriste en manifestation et après ça, j'ai travaillé avec différents producteurs, donc différentes boîtes de production ou des médias aussi pour faire, des podcasts, des unitaires, donc ça veut dire un seul épisode ou des séries. Voilà. Et donc j'ai travaillé avec Spotify, avec Slate et là je travaille de nouveau, avec Spotify pour une grosse série documentaire sur laquelle je travaille depuis bientôt 2 ans, mais qui devrait sortir, d'ici quelques mois. Donc, c'est plutôt l'écoute, en fait, au départ qui t'a amené vers le podcast. Parce que Exactement. En fait, j'écoutais la radio, mais j'écoutais pas de documentaire radio, donc je connaissais pas bien, cet univers et moi, c'est vraiment par le podcast que je suis arrivée au documentaire sonore. Donc c'est vraiment en fait, si j'étais, née un petit peu plus tôt encore, je pense que j'aurais découvert les podcasts entre guillemets «un petit peu trop tard». Là, c'était, pendant ma vingtaine et puis après, il a fallu quelques années pour vraiment me lancer. Mais effectivement, c'est vraiment par le podcast que je suis arrivée à ça. Alors justement, tu l'as dit, tu fais des podcasts avec des thèmes extrêmement variés. Alors c'est toujours en effet du podcast documentaire, mais on y reviendra. Ouais. Euh, Comment est-ce que tu fais pour choisir justement tes sujets? Alors, j'ai une grosse prédilection pour les sujets de société, après c'est très vaste, et honnêtement, j'ai pas forcément un sujet de prédilection, même si je me suis beaucoup intéressée aux manifestations puisque donc j'ai fait mon premier documentaire autoproduit là-dessus et puis j'ai fait après une série pour Slate sur, les manifestations aussi. Donc là, on va dire que j'ai quand même passé pas mal de temps sur ce sujet-là, mais après, je suis intéressée par énormément de choses et moi, c'est plus, des histoires, en fait. J'entends une histoire, ça va m'intéresser et c'est ça qui va m'intéresser à ce sujet en particulier. Et parfois, c'est peut-être que j'ai déjà eu un intérêt. Par exemple, les manifestations m'intéressaient parce que j'y participais, mais souvent, ça part de quelque chose que j'ai vu ou que j'ai entendu. Donc en fait, je me ferme aucune porte en termes de sujet et je trouve que c'est ça qui est génial, en fait, dans le podcast, comme dans le journalisme en général ou le documentaire en général, c'est de pouvoir travailler sur des sujets très différents. J'ai tendance à me lasser très vite d'un sujet. Donc là, ce qui est bien, c'est que d'une année sur l'autre, tu peux faire des choses, très, très différentes. Alors, du coup, je vais parler un petit peu pour les adolescents qui nous écoutent et qui parfois, donc eux, se lancent dans le podcast, mais qui n'ont pas certaines bases, qui découvrent tout hein, en faisant. Et je voulais te demander, du coup, de quoi on a vraiment besoin d'abord peut-être d'un point de vue purement matériel pour Ouais. se lancer et faire un podcast quand on est ado. Bah, déjà, étant donné quand même que vous êtes ado, je pense que forcément, vous avez pas forcément un budget énorme encore pour acheter du matériel, mais c'est pas grave du tout. On peut déjà commencer avec un smartphone. Les smartphones ont des qualités de micro qui sont déjà pas mal, en fait.
Bien sûr, ce sera pas un son parfait, mais pour commencer, c'est déjà très, très bien. Et puis en fait, vous pouvez, soit vous avez déjà une application de dictaphone sur votre téléphone, soit vous l'avez pas encore et vous pouvez en télécharger une. Après c'est assez, simple d'utilisation. Voilà, vous lancez l'enregistrement, vous l'arrêtez, vous renommez le fichier et puis par exemple, vous l'envoyez par mail ou, en Bluetooth quoi. Donc ça déjà, vous pouvez commencer comme ça avec, des petits enregistrements à la fois d'ambiance et d'interview. Sinon, pour, celles et ceux qui peuvent se procurer, du matériel spécialisé, moi je conseille un zoom. Donc là, je vous ai montré je vous montre mon zoom H5 qui est plus ce que j'utilise aujourd'hui, mais j'ai utilisé pendant 3 ans et avec ça, on fait quand même beaucoup de choses. Alors c'est un zoom H5 et il y a des zooms H1, et cetera. Vous n'êtes pas obligé d'aller directement sur celui-là. Un zoom H1 coûte à peu près quelques dizaines d'euros, un peu moins de 100 €. Bon, c'est déjà un budget, hein, donc c'est pas du tout obligatoire et comme vous voyez là, j'ai mis, une bonnette, donc là, vous avez un micro, stéréo intégré. Donc ce qui est génial, c'est que vous pouvez déjà faire plein de choses avec ça. Si jamais vous avez encore une fois les moyens, vous pouvez en plus acheter un micro, pour, le tendre en fait vers les personnes qui parlent. Sinon, vous tendez l'enregistreur vers la personne qui parle, ça ira largement. Ça va très bien enregistrer, c'est un très bon son. Par contre, c'est un micro stéréo, donc ça veut dire que vous allez entendre des choses différentes à droite et à gauche. C'est stéréo, il y a 2 micros, à un droite et à un gauche et donc c'est vraiment p on se en fait, on est vraiment intégré dans un espace. Alors qu'avec un micro, ce qu'on appelle mono, si c'est pas clair, n'hésitez pas, plus tard à me poser des questions. Un micro mono, il y a un seul canal, un seul micro, un seul capteur en fait et donc là, vous allez entendre la même chose à droite et à gauche. Donc le stéréo, c'est super pour, restituer l'espace sonore. Puisqu'on va entendre encore une fois, si par exemple vous enregistrez comme ça et que là, il y a un verre que quelqu'un casse à droite par exemple et à gauche, quelqu'un, qui parle, on va entendre très bien ça à droite et à gauche très distinctement. Voilà. Mais si vous le tendez bien droit comme ça face à une personne, si la personne est bien au milieu, on va bien entendre la personne en face, ce qui est important pour les interviews et ensuite pour enregistrer des ambiances, vous pouvez très bien bouger et cetera. Donc ce qui est bien, c'est que ça, c'est hyper polyvalent. Par contre, c'est un micro qui est quand même très sensible, faut faire attention à plein de bruits, parasites. Voilà, pensez-y et la bonnette, c'est important pour protéger non seulement le micro, mais aussi, heu, protéger l'enregistrement des déplacements d'air, donc les «p». Quand on fait «p» comme ça et qu'on entend bien le «p», c'est un peu embêtant à entendre à l'oreille et c'est assez difficile à corriger au montage. Donc pensez-y. Le vent aussi, ça va permettre aussi d'atténuer le bruit du vent. On l'entendra quand même s'il est important, mais ce sera atténué. Donc voilà, une bonnette, c'est indispensable et puis si vous pouvez, il y a aussi les poignées que vous pouvez brancher comme ça à l'enregistreur, ce qui vous permet de tenir la poignée et non pas l'enregistreur. Parce que quand on enregistre, le micro capte tous les bruits. Donc si je fais comme ça sans faire exprès, ça va capter. Alors que si vous tenez la poignée, vous pouvez toucher la poignée, ça fera beaucoup moins de bruit parce que là, il y a cette suspension qui va permettre d'atténuer les bruits. Voilà pour, le petit point, matériel et encore une fois, vous pouvez toujours poser des questions, si c'est pas clair. Puisqu'on est un petit peu dans le technique, alors moi je vois souvent aussi ce qui peut freiner les adolescentes, adolescents, c'est aussi tout l'aspect, après, une fois qu'on a justement tout ce son, le montage. Euh, comment tu fais, toi, pour monter? Et puis aussi, comment tu t'es formée? Est-ce que tu t'es formée toute seule au montage? Quel logiciel tu... Alors, déjà, comment je me suis formée au montage? Alors honnêtement, on apprend même si moi j'ai suivi une formation, j'en ai parlé, donc Mm. c'était une petite formation qui s'appelle Transmission, qui était gratuite à l'époque. Maintenant, c'est prix libre, donc c'est quand même pas très cher. Et puis d'ailleurs, je précise, hein, ils ont ouvert un lieu à Aubervilliers, donc pour les personnes qui sont en région parisienne, il y a un petit lieu qui s'appelle La Cassette et vous pouvez aussi, suivre des petits ateliers pas chers, voire gratuits, selon vos moyens. Donc moi, j'ai suivi, cette, formation-là quand elle se lançait et en fait, c'est là que j'ai appris les bases du montage. Donc au départ, j'ai utilisé le logiciel Audacity qui est, très basique mais très bien pour apprendre justement. Honnêtement, je trouve que c'est bien d'apprendre là-dessus parce que les autres logiciels sont un peu plus compliqués. Après, si vous continuez à faire du documentaire, vous aurez envie peut-être d'un logiciel un peu plus sophistiqué, parce que vous aurez besoin de faire plus de choses. Audacity ne permet pas tout en termes de technique. Mais déjà, c'est pas mal pour apprendre à couper en fait. Par exemple, voilà, on prend son morceau d'audio et on coupe, par exemple, au milieu et on va enlever un mot ou une hésitation, ou, un silence. Enfin voilà, c'est vraiment pour faire des coupes, c'est assez pratique. Donc moi, j'ai commencé comme ça, mais honnêtement, même si vous apprenez des bases quelque part, il vous faudra
de toute façon, énormément pratiquer pour vous approprier le montage. Il y a rien d'autre que la pratique. Je conseille aussi, il y a pas mal de tutos YouTube, pardon, et sur Audacity notamment, il y a énormément de ressources parce que, Audacity, c'est un logiciel qui est extrêmement utilisé. Si jamais vous êtes un peu plus aguerri en audio, vous pouvez utiliser Reaper aussi, qui a une version gratuite. Vous pouvez utiliser toutes les fonctionnalités en gratuit, hein, vous n'êtes pas obligé de payer, en fait, du tout pour l'utiliser. Et là, c'est pareil, il y a plein, plein, plein de tutos, donc je vous conseille ça, si vous avez besoin, mais après c'est vraiment en pratiquant. Vous allez vous approprier. Au début, c'est très frustrant, le montage, ça prend énormément de temps, c'est normal. Après, vous allez, gagner en automatisation. Donc en fait, concrètement, hein, on enregistre avec son enregistreur, ça va créer un fichier audio. Ce fichier audio, vous avez enregistré sur une carte SD et là, j'ai pas de carte SD à l'intérieur, c'est pas grave. Donc sur une petite carte SD et ensuite vous enlevez la carte SD. Soit vous avez déjà, sur votre ordinateur un port, de carte SD, donc déjà un truc pour insérer la carte SD. Soit vous l'avez pas et dans ce cas, il faut un adaptateur et puis avec ça, bah, vous allez pouvoir mettre les fichiers audio sur votre ordinateur, tout simplement. Donc d'ailleurs, je ne sais pas si je rentre dans ce détail-là maintenant, mais il faut bien penser dès que vous rentrez à enregistrer, à sauvegarder tout de suite. C'est-à-dire vous enlevez les fichiers de la carte SD, vous les sauvegardez sur votre ordinateur parce que, sinon vous risquez de perdre déjà la carte SD et puis il faut bien penser que c'est un outil informatique qui est faillible comme tous, les outils informatiques. Peut-être qu'à un moment donné, ça marchera plus, ça arrive. Les cartes SD sont parfois corrompues, du jour au lendemain. Alors je vous rassure, c'est pas tout le temps le cas, c'est rare, mais ça arrive. Donc pensez-y, pensez à sauvegarder, donner un titre et ensuite ces fichiers-là, vous pouvez les importer dans votre logiciel de montage et commencer à faire des coupes. Donc voilà comment ça se passe. Très bien. Et alors, on a parlé donc de tout ce qui était son qu'on enregistre dans une interview, etc. On a eu beaucoup de questions là-dessus aussi sur tout ce qui concernait les sons d'ambiance. Comment tu fais, toi, Oui. et qu'est-ce que tu conseillerais pour. Alors Ouais, Alors les sons d'ambiance, pareil, si vous avez un téléphone, vous avez un téléphone. Si vous avez un enregistreur, comme je vous montrais, le micro stéréo, est super pour capter les sons d'ambiance. Où vraiment on a l'impression, c'est vraiment ça symbolise vos 2 oreilles en fait. C'est 2 micros droite et gauche, c'est comme si, vraiment, vous entendiez le son comme ça. Donc vous l'entendez comme ça, le micro le capte comme ça et l'auditeur l'entendra comme s'il était lui-même dans la pièce. Les sons d'ambiance, c'est très important pour le documentaire évidemment, puisque c'est ça qui va immerger, les auditeurs dans une scène, dans un espace, dans une situation. Donc ce qui est super avec le documentaire, c'est qu'on n'est pas obligé d'y aller physiquement, on peut l'entendre en fait et c'est comme si on y était. Donc hyper important. Alors moi je suis pas fan d'utiliser les sons d'ambiance juste pour utiliser des sons d'ambiance, juste pour dire: «Ah bah j'étais là donc on entend ça». Ça peut être sympa, mais j'aime bien quand les sons d'ambiance racontent quelque chose. Par exemple, une rue, j'utilise par exemple voilà une idée, un quartier populaire dans une ville, n'aura pas du tout le même son que, j'en sais rien, par exemple, le 16e arrondissement à Paris qui est très bourgeois, où il y a pas grand monde dans les rues, où c'est très calme. Voilà, si vous enregistrez dans ces 2 quartiers-là, vous avez, des sons qui sont très, très différents et qui racontent quelque chose d'un espace. Donc en plus là, vous travaillez sur vraiment la notion d'espace pour votre, c'est le thème du concours. Donc franchement, ça serait dommage de se priver de ces sons-là et ce qui est important pour le thème du concours, donc quel que soit le sujet que vous choisissez, c'est, de faire entendre, si possible, par exemple, bon là, c'est comment, les filles, les garçons, les personnes non binaires, s'approprient un espace. Si jamais vous avez des sons qui font entendre ça, qui font entendre une utilisation d'espaces différentes et ben, prenez si je donne un exemple, par exemple, un exemple basique, c'est, la cour du collège, mettons, par exemple, la cour du collège avec les garçons qui jouent au foot, par exemple, et les filles qui ne jouent pas au foot. Et les personnes non binaires qui ne jouent pas au foot, hein, j'inclus tout le monde. Mettons, voilà, très schématiquement. On veut raconter dans le documentaire, que, c'est embêtant, par exemple, que les garçons prennent trop de place et que les filles se retrouvent un peu reléguées dans un coin de la cour. Donc là, ce que je vous conseille de faire, c'est d'enregistrer les garçons, bah, qui jouent au foot et les filles, qui font soit jouent à autre chose, soit discutent et cetera. Mais d'enregistrer ces différents coins de la cour et ça, forcément, on entendra quelque chose de très différent dans les oreilles et là, on comprendra que c'est dans un même espace, 2 coins différents qui ont une ambiance très, très différente. Voilà. J'aimerais un petit peu reparler du genre documentaire. Quelles sont les spécificités, selon toi, de ce genre? Alors
Alors, bah, forcément, donc déjà, c'est d'avoir des sons d'ambiance. Mmh. Alors déjà, on va voir les différents genres avant toute chose, hein, les différents formats qui existent. Il y a l'interview, donc là, par exemple, en général, on va dire que c'est en studio ou bien dans une pièce fermée, mais en tout cas, voilà, c'est en studio. Il y a 2 personnes qui parlent, une personne qui pose des questions, l'autre qui répond. Ça peut être aussi une conversation entre les 2 personnes, mais voilà, là, on est vraiment dans un espace fermé. On peut aussi faire entendre des petits bruits. Par exemple, si on est chez la personne, on peut en faire entendre des petits bruits, mais on n'est pas là, c'est pas du documentaire, c'est plutôt une interview, du début à la fin, c'est juste une personne qui parle. Hem, on a aussi, bah, le talk, c'est-à-dire la conversation à plusieurs personnes, on appelle ça aussi, le plateau. Voilà, un plateau, et donc là, on a plusieurs personnes autour d'une table, qui vont discuter et là, l'intérêt, c'est d'entendre les différentes personnes qui parlent, qui se répondent et cetera. Il y a aussi la fiction, bien sûr, exactement comme dans un film. Je ne vais pas vous expliquer ce que c'est de la fiction, je pense que vous comprenez. Et puis, il y a le documentaire et là, le documentaire, l'idée, c'est, en effet, de proposer une immersion à l'auditeur, d'aller enregistrer les sons d'ambiance pour qu'on se sente dans cet espace-là. En fait, c'est des enregistrements de terrain. C'est aussi aller voir c'est pas seulement des sons d'ambiance, en fait, c'est aller voir les gens là où ils sont. Donc par exemple, je fais un sujet sur la cour de d'un collège. Bah, c'est important d'aller enregistrer les gens aussi en situation, en fait, quand ils y sont. Donc on enregistre, par exemple, on va dire qu'on part d'une histoire et que cette histoire qu'on veut raconter, c'est, un groupe de filles, et de personnes non binaires pas contentes, parce qu'elles veulent, utiliser, l'espace qu'utilisent les garçons pour le foot. Ils disent: «C'est pas normal, par exemple, pour aller à tel endroit, je suis obligée de traverser le terrain, donc les garçons sont pas contents et je risque de me prendre un ballon sur la tête». Donc une fille décide, bah, de changer les choses. Donc ça, vous avez le début d'une histoire déjà. Et donc là, forcément, vous allez, peut-être, enregistrer des altercations entre, par exemple, le groupe des garçons et le groupe des filles. Donc vous avez vraiment une scène. Donc on se c'est comme si on y était. Voilà, donc vous tendez le micro vers eux quand ils se parlent, voilà, donc là, on est vraiment sur le terrain. Mmh. Et après, ça ne vous empêche pas un documentaire, ça ne veut pas forcément dire enregistrer uniquement sur le terrain. Ça ne vous empêche pas aussi de faire des interviews qu'on appelle des interviews entre guillemets «studio», c'est pas obligé d'être dans un vrai studio, mais voilà, chez les personnes, ou dans une pièce fermée dans le collège et cetera. Et là, en fait, le documentaire, vous pouvez superposer différentes couches. Il y a les sons de terrain, les ambiances et cetera, et puis vous avez aussi des interviews studio et ce qui est bien, c'est de construire une histoire avec tout ça. Mmh. Et alors justement, tu as évoqué quelque chose, je pense qui est très difficile à trouver quand on est, ado. Alors toujours en prenant, cette idée de la cour de récré, c'est de choisir un angle en fait, un angle, d'attaque, de se dire: «Par quel bout en fait, C'est ça. je vais y aller?» Alors moi, pour le documentaire en particulier, je vous conseille vraiment de partir d'une histoire. Mmh. C'est hyper intéressant de partir d'une histoire parce que, hem, les auditeurs s'intéressent avant tout à des humains, Mmh. des humaines, comme eux. Ça veut dire que, ils ont envie de s'attacher à un personnage. Même si on n'est pas dans la fiction, même si on est dans du documentaire et qu'on parle de gens qui existent vraiment dans la vie, une fois qu'ils sont dans le documentaire, c'est des personnages, voilà. Il faut penser vraiment en termes de personnages et donc on va suivre ces personnes-là, on va peut-être s'attacher à ces personnes-là, peut-être qu'on va s'attacher à, par exemple, une fille en particulier qui fait partie de ce groupe, qui va demander aux garçons, de laisser de la place dans la cour. Donc voilà, vraiment, c'est important d'avoir une histoire, un point de départ, qu'ensuite il se passe quelque chose, qui est peut-être un dénouement après, une situation finale ou pas, mais en tout cas partir de quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui va pas. Il y a une situation initiale qui est les garçons utilisent, le terrain de foot, enfin en tout cas une grosse partie de la cour. Les filles veulent, enfin les filles sont de leur côté. Ensuite, l'élément perturbateur, c'est, bah, en fait les filles en ont marre parce que, voilà, elles veulent changer les choses et ensuite, bah, comment est-ce que ça va se passer? Donc il y aura différentes étapes de l'histoire. Donc je vous conseille déjà moi toujours de partir d'une histoire. Mmh. Ça vous donnera votre angle, en fait, parce que le sujet, c'est, comment, les filles et les garçons s'approprient, la cour, mais en fait, votre histoire sera votre angle, tout simplement. Mmh. C'est-à-dire que là, vous allez raconter cette histoire-là et ce qui est intéressant, c'est qu'une bonne histoire, ça dépasse l'anecdote. Ça veut dire qu'il y a cette histoire-là que vous allez raconter précisément, mais ça raconte quelque chose de beaucoup plus important, une histoire beaucoup plus large et l'histoire beaucoup plus large, c'est comment est-ce que les filles et les garçons s'approprient l'espace en général. En fait, c'est pas lié à une seule cour. En général, c'est assez récurrent, en fait, que les filles, les garçons, les personnes non binaires, s'approprient l'espace différemment et voilà, ne bénéficient pas exactement, de l'espace de la même manière. Donc voilà,
à partir de cette histoire-là, vous racontez quelque chose de plus grand. Donc ça, c'est, une bonne histoire pour moi et un bon angle, du coup. Et est-ce que, enfin, quelle part est-ce que tu donnes parce que alors ça, c'est du travail beaucoup de terrain et quelle part tu donnes à toute la partie recherche? Alors honnêtement, ça dépend vraiment des sujets. Il y a des sujets sur lesquels on a besoin de faire beaucoup de recherches, d'autres un peu moins. Par exemple, je vais vous parler du projet sur lequel je travaille en ce moment, qui est sur un justement, on est dans une école puis un collège. C'est un élève en situation de handicap, en fait, que j'ai suivi en CM2 et en sixième. Les recherches et ben, en fait, là, moi, j'ai dû faire pas mal de recherches sur, bah, l'inclusion des élèves en situation de handicap. Parce qu'à partir de cette histoire-là, cette histoire précise, en fait, je raconte une plus grande histoire qui est l'inclusion des élèves en situation de handicap. Donc, il a fallu que je fasse. Moi, je connaissais rien en handicap. Je ne connaissais pas ça du tout parce que je n'étais pas concernée personnellement. Personne de ma famille n'était concerné aussi. Pas d'amis non plus, a priori, en tout cas dans mon entourage immédiat. Et donc, j'ai jamais eu à poser cette question-là. Donc, j'ai dû faire beaucoup de recherches sur comment est-ce que le handicap a été traité au fur et à mesure des années, donc avoir un peu un point de vue historique, et puis bah, savoir comment, quels sont les textes de loi, sur l'inclusion des élèves en situation de handicap, etc. Ça ne veut pas dire que moi, je vais dire absolument tout ça dans mon documentaire. Je vais dire pas mal de choses, mais je ne vais pas faire un exposé. Vous n'êtes pas là pour faire un exposé, quel que soit le sujet que vous allez choisir. Par exemple, le coup de la cour, il y a eu des sociologues qui se sont intéressés à la question de l'espace, en fait. Comment les garçons et les filles se partagent l'espace dans la cour. Euh, et c'est important quand même pour vous de faire des recherches là-dessus, d'avoir ça en fond. Soit vous en parlez concrètement dans des voix off, soit vous donnez la parole ensuite aux sociologues, c'est-à-dire que vous allez les interviewer sur le sujet et vous allez inclure l'interview dans le documentaire. Donc dans ce cas, c'est bien d'avoir lu quelques petites choses qu'ils ont écrites, hein. Et puis sinon, peut-être que vous n'allez pas forcément parler directement, mais ça va informer votre documentaire. Voilà. Super, très bien. Et Heu, puis, pardon, je précise aussi, les recherche, ça peut être aussi, s'il y a une personne, que vous allez interviewer, ça peut être aussi lui poser des questions avant sur son parcours et cetera, sur sa vie, sur, j'en sais rien moi, sa famille. En l'occurrence, là, si on parle du collège, ben, est-ce qu'elle a, je sais pas moi, combien d'amis elle a? Qu'est-ce qu'elle fait dans la cour et cetera? C'est bien d'avoir toutes ces informations en amont pour ensuite poser des questions pertinentes. Les recherches, ça peut être aussi important pour poser les bonnes questions le jour de l'interview. Donc vous allez créer ce qu'on appelle un conducteur, ça veut dire une liste de questions pour vous aider le jour de l'interview. Donc les recherches, ça sert aussi à ça. mmh, justement, pour, ce qui est de l'interview, comment, tu fais? Alors parce qu'il y a beaucoup, d'adolescents, là, ce sera leur première re interview, donc Ouais. c'est un moment quand même un petit peu difficile comme ça de se lancer. Est-ce que tu aurais des ouais, des recommandations à faire pour Oui, bien préparer ce moment-là? oui, parce qu'effectivement, c'est hyper dur. D'autant plus que vous, vous allez faire attention à plusieurs choses en même temps. Vous allez poser des questions, donc vous allez écouter aussi ce que la personne répond pour pouvoir éventuellement rebondir, et puis vous allez, vous concentrer sur la technique. Savoir si ça enregistre bien déjà. Est-ce que ça enregistre toujours? Est-ce que c'est pas trop fort? Est-ce que ça va pas saturer le son? Si le son est trop fort, ça sature. Autant vous dire qu'un son saturé, sera pas récupérable. Donc faut pas enregistrer trop fort en fait. Vous allez placer le micro, à une bonne distance de la personne, par exemple comme ça. Donc faut penser à tout ça et en même temps poser les questions et écouter ce que la personne dit. Mmh. Donc c'est pas facile. Déjà ça, c'est pas facile et honnêtement, on s'améliore avec le temps. C'est normal que la première fois, vous soyez pas parfait et vous allez apprendre au fur et à mesure. Vous inquiétez pas là-dessus. Mais alors pour les questions aussi en tant que telles, j'ai quelques petits conseils en fait. Déjà, pensez à poser des questions, sur ce que ressent ou ce qu'a ressenti une personne. Par exemple, on reprend cet exemple de la cour de récré, on peut demander à la fille: «Mais qu'est-ce que tu as ressenti le jour où voilà, vraiment le jour où tu as voulu aller de l'autre côté de la cour et tu pas pu, parce que tu allais traverser le terrain de foot. Ou bien tu as traversé le terrain de foot et ils étaient pas contents ou tu t'es pris un ballon dans la tête et cetera. Qu'est-ce que tu as ressenti en fait? Repartir peut-être de la colère de cette fille-là, elle va vous dire ce qu'elle a ressenti. Parce qu'on n'est pas là pour lui dire: «Qu'est-ce que tu penses de la place des filles et des garçons dans la cour de récré?» C'est important bien sûr, mais vous interrogez le ressenti. Encore une fois, on s'attache à des personnages et on a besoin de savoir comment ils pensent. Voilà, qu'est-ce qu'ils pensent? Donc posez beaucoup de questions là-dessus. Heu,
essayer forcer les personnes aussi à s'exprimer avec pas mal de détails parce que les gens, enfin beaucoup de gens, d'ailleurs je dis les gens, c'est bien, une preuve, j'allais dire le les gens s'expriment de manière vague. Bah, rien que dire les gens par exemple. Si on vous dit: «Oh les gens, ou les mecs, ou les filles, me disent que», non mais qui t'a dit ça? À quel moment? Raconte-moi précisément ce qui s'est passé. Ça évitera des réponses trop vagues qui font qu'on se projettera pas tellement dans la situation. Alors que plus la réponse est précise, plus les gens sont amenés à raconter une anecdote, une histoire avec des étapes et plus on va se projeter, plus on va se dire: «Ah oui, là je comprends, ce qui s'est passé, donc du coup je me demande aussi ce qui va se passer ensuite». Donc pensez à ça au moment de poser vos questions. Mmh. Et alors, du coup, justement, pour amener, à raconter une histoire, enfin, à faire qu'on nous raconte une histoire, il faut aussi pouvoir, mettre à l'aise, en fait. Bon, déjà, c'est difficile d'être à l'aise soi-même, comme on l'a dit, pour poser comment est-ce que tu fais, toi, pour, Alors, bah, déjà, première chose à faire, alors vous pouvez enregistrer déjà dès le début, mais il y a des personnes qui seront pas à l'aise avec ça. Donc, à la limite, envoyez un petit message avant et dites: «Est-ce que c'est possible d'enregistrer quand j'arrive?» Pourquoi? Parce que ça peut être bien à inclure dans le documentaire le moment où, je sais pas, vous arrivez chez quelqu'un ou vous arrivez, dans la cour et vous allez voir quelqu'un directement pour lui parler. Vous pouvez demander en amont à la personne: «Est-ce que tu es OK pour que j'arrive en enregistrant directement?» Si oui, bah, ça vous permettra de le mettre et sinon tant pis. Mais déjà voir, en amont et il y a des gens qui seront plus à l'aise avec le fait de ne pas être enregistrés directement. Ça peut être, bah, boire un verre d'eau, est-ce que tu veux, si la personne vient chez vous par exemple, est-ce que tu veux, voilà un verre d'eau, un café, un thé, quelque chose, pour mettre la personne à l'aise, discuter un petit peu, ne pas rentrer forcément tout de suite dans le vif du sujet. Voilà, histoire de comment dire? De se rassurer mutuellement parce que v en fait les personnes ne sont pas forcément rassurées, vous n'êtes pas forcément rassurés, donc il faut que tout le monde soit à l'aise. Et puis après, ça peut être aussi, bah, vous pouvez dire aux gens, en amont, «Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as pas envie d'aborder pendant l'interview?» Ou bien simplement dire: «S'il y a quelque chose avec lequel tu es pas à l'aise, tu peux ne pas répondre». Ça peut être voilà, ça peut être dire à la personne: «C'est pas du direct, c'est du podcast, donc il y aura du montage derrière, donc tu peux reprendre ta phrase. C'est pas grave, tu peux reprendre ta phrase, recommencer, depuis le début, t'inquiète pas, il y a pas de problème». Parce qu'il y a des gens qui sont un peu intimidés par le fait d'avoir le micro, sous le nez. Et puis, bah, forcément, pendant que la personne parle, c'est hocher la tête, faire des sourires, montrer qu'elle parle bien et vous-même, en fait, plus la personne est rassurée parce qu'on disait, voilà, si les gens ne sont pas rassurés pour faire des interviews, enfin, je veux dire, vous, pour poser les questions, vous n'êtes pas forcément rassurés, mais sachez que plus la personne en face est à l'aise, plus vous l'avez mise à l'aise et plus vous serez vous-même à l'aise. Donc pour moi, les 2 choses vont vraiment ensemble. Donc voilà et une chose importante, hein, d'ailleurs pendant l'entretien, ne dites pas: «Mmh, d'accord, ah ouais, super!» parce que ça, le micro va le capter et en fait, ce sera impossible à enlever au montage. Ça va complètement, parasiter l'enregistrement, donc c'est quand même dommage. Donc pensez bien à éviter de faire ça et encourager plutôt avec la tête, avec un sourire et voilà. et alors, quels sont pour revenir un petit peu sur enfin, voilà, des choses un petit peu plus générales, quelles sont selon toi, les erreurs à absolument éviter? Pour moi, déjà, il y a des erreurs de niveau, technique, Mmh. évidemment et déjà, oublier d'enregistrer, mais c'est bête, hein, mais ça m'est arrivé. Ça arrive à tout le monde, mais sachez que ça arrive même à des journalistes, confirmés. C'est de moins en moins, hein, forcément et heureusement, mais vraiment, des fois, on pense à tout sauf à appuyer sur le bouton, enregistrer. Donc première chose à faire, est-ce que j'ai appuyé sur enregistrer? Ensuite, si jamais, vous venez, en enregistrement, bah, déjà, si vous enregistrez avec l'iPhone, c'est oublier d'arriver avec un iPhone chargé à fond. Ou bien avec un enregistreur, oubliez, d'avoir des piles de rechange. Hyper important, les piles, ça s'use très vite avec un enregistreur, donc vraiment pensez à arriver avec le matériel au cas où. La carte SD que vous allez insérer dans l'enregistreur, pareil, pensez à la vider régulièrement parce que si elle est pleine, le problème, c'est que ça va plus jamais enregistrer. Enfin voilà, vous pourrez pas prendre le son du tout. Donc ça, c'est pour des alors bien et puis bien sûr, de ne pas surveiller les niveaux. Ça, c'est une autre erreur. Ça veut dire que, concrètement, je vais essayer de vous montrer comme ça, si on voit, j'allume le zoom. Hem, donc si vous avez un enregistreur, vous voyez là, on voit les petits niveaux se faire, pendant que je parle, donc c'est directement voilà et si j'appuie, voilà, c'est beaucoup plus fort. Voilà, parce que je tape directement sur, les micros. Donc surveillez les niveaux et voyez si ça ne sature pas. Si vous avez un enregistreur, essayez d'être entre -6 dB, -6 décibels et -12 décibels, à peu près. C'est pas grave si vous dépassez un peu dans un sens ou dans l'autre.
essayez de vous situer à peu près dans cette moyenne-là. Avec un iPhone, ben, en général, c'est avec le son, déjà, c'est comment vous êtes placé, mais d'ailleurs, idem pour l'enregistreur, ne pas être trop près de la personne qui parle. Donc c'est pareil avec l'iPhone, ne pas être trop près et ne pas mettre le son trop fort pour que ça enregistre à un niveau normal. Voilà, donc ça, c'est déjà pour tout ce qui est technique et ensuite, pour le côté plus général, bon, bah, déjà, comme je disais, hein, c'est oublier de poser des questions très personnelles, enfin très personnelles. On ne demande pas à des gens forcément des choses très personnelles, mais en tout cas, encore une fois, le ressenti ou ce que la personne pense, ou qu'est-ce qu'elle a pensé dans telle situation. Voilà, pensez à poser des questions, sur le ressenti de la personne et qui ne soient pas des questions trop froides et trop larges et trop vagues. Donc une erreur classique, ce serait, d'oublier de poser ces questions-là et puis, surtout une grosse erreur, une très, très grosse erreur, c'est de ne pas faire écouter son podcast. Donc avant de le publier si on le met directement sur internet, avant de l'envoyer pour le concours, voilà. C'est vraiment hyper important, mais n'importe quelle personne à n'importe quel niveau, même des journalistes très confirmés, ils doivent faire écouter à plein, plein, plein de personnes leur podcast parce que c'est pas possible. En fait, il faut vous dire aussi que les gens qui travaillent sur des podcasts dans des grosses boîtes de production, il y a eu plein d'oreilles. Il y a eu plein, plein d'oreilles. Parce que personne n'est un génie et personne ne sait exactement ce que l'auditeur pensera du podcast à tel moment. Est-ce qu'il est perdu à tel moment? Peut-être que pour vous, c'est très clair, parce que vous avez fait des recherches, parce que vous maîtrisez votre sujet, mais pour des gens qui n'y connaissent rien, peut-être que c'est pas clair, ou des gens qui n'ont pas mis les pieds dans la fameuse cour de récré dont vous parlez, peut-être qu'ils se diront: «Mais attends, je comprends pas comment il est fait l'espace, c'est pas clair pour moi» et ça, il y a que des gens qui sont extérieurs qui pourront écouter et qui pourront vous faire ces retours-là. Donc ça peut être votre famille, ça peut être vos amis, enfin voilà, il y a pas au contraire, on n'est pas obligé d'avoir des gens qui sont confirmés autour de nous, qui sont des spécialistes pour écouter. Puisque vous faites ce podcast pas pour des spécialistes, vous faites ce podcast pour tout le monde en fait. Donc il faut que tout le monde puisse le comprendre sans problème. Donc vraiment, une grosse erreur, c'est de ne pas faire écouter son podcast et de l'envoyer ou de le publier directement. Voilà. Alors, j'aimerais te poser maintenant 3 questions qui cadrent davantage, enfin qui sont en lien avec le concours et avec le thème Ouais. de cette année. Et j'en profite pour dire que si vous avez voilà, des questions, n'hésitez pas à les poser aussi. Alors déjà, ben, toi, si tu étais ado et que tu participais au concours d'une fois une voix, sur quel lieu est-ce que tu aimerais enquêter? Alors honnêtement, moi je crois que déjà, pour un truc très basique, j'aimerais bien à la maison, chez moi, dans ma famille. On n'est pas obligé d'aller très loin pour faire du documentaire, hein. Chez soi, on a déjà des belles matières documentaires et en fait, moi, avec le recul, si j'avais eu la possibilité à l'époque de faire un podcast, ça m'aurait forcée à poser des questions à mon frère, ma sœur et mes parents et notamment sur l'utilisation de l'espace. Je sais pas moi, peut-être que mon père passait, bah, plus de temps dehors, ma mère, en l'occurrence, était mère au foyer. Mon père travaillait tous les jours. Ça raconte déjà quelque chose. Ma sœur, peut-être passait beaucoup de temps dans la salle de bain, mon frère moins. Alors je suis en train de faire des gros clichés, hein, mais vous Mmh. comprenez l'idée. Après, ça peut être aussi renverser les clichés. On n'est pas obligé non plus d'être absolument si vous avez une famille qui est absolument à l'encontre de tous ces clichés-là, que c'est votre mère qui est dehors, votre père qui est à l'intérieur ou mais peu importe en fait. Justement, c'est aussi important et c'est aussi intéressant. Donc je pense qu'il y a une bonne matière sonore déjà à l'intérieur. Ensuite, je pense que ce qui m'aurait plu, c'est le car scolaire. Enfin, moi, personnellement, je prenais le car pour aller à l'école, au collège, et cetera et en fait, le car, je pense qu'il y a plein de choses à dire, notamment aussi sur la répartition de l'espace entre les garçons, les filles et les personnes non binaires. Moi, personnellement, c'est pareil, ça peut varier dans les situations, mais moi, c'était souvent les garçons qui étaient derrière et les filles qui étaient devant, voilà. Mais peut-être que ça a évolué, peut-être que c'était dans ma ville, dans ma région. Mais en tout cas, je pense que c'est un bon, lieu pour enregistrer et puis, il y a alors moi, je sais pas si c'est autorisé par le concours, mais j'aurais pris un peu peut-être le truc à rebours et je l'aurais fait sur les réseaux sociaux. Donc, par exemple, TikTok. TikTok, c'est un espace et la façon dont les garçons et les filles utilisent ce réseau social est peut-être différente. Peut-être qu'il y a des choses à dire. Et si, par exemple, vous connaissez 2 personnes de votre classe, mettons une fille et un garçon, ou dans votre classe ou pas d'ailleurs, hein, qui utilisent le réseau de façon très différente, pourquoi pas croiser ces 2 témoignages, la façon dont, les 2 utilisent l'espace et toujours en effet penser à l'histoire, hein, toujours, c'est bien de partir d'une histoire, pas juste vous êtes pas là en train de faire un exposé et dire, machin, poste telle, vidéo et truc poste telle vidéo, c'est bien, mais sinon c'est pas une histoire. Donc voilà, peut-être qu'il y a une histoire à raconter là-dessus. Ouais, c'est des supers idées, ouais. Hem
Est-ce que tu aurais des recommandations, en lien avec le thème de podcast, à écouter qui peut-être nourrirait un petit peu, Oui, alors je sais pas si, alors du coup, il y a pas mal de choses sur la cour de récré parce que enfin pas mal de choses, non, j'en ai 2 en fait dessus. Vous avez pensé que je suis obsédée par la cour de récré, mais non, c'est juste que je sais pas, ça m'intéresse. mmh mh. Alors il y a Parcours de récréation, qui est un podcast de Postscriptum. Donc c'est un podcast indépendant, par 2 documentaristes qui font un travail génial. Je vous conseille tous les épisodes de Postscriptum, mais OK. Cher cours de récréation, c'est vraiment là-dessus, comment, les garçons et les filles, s'approprient l'espace. Et il y a aussi Cours d'égalité à la récré, donc le du magazine de la rédaction à France Culture. Donc là, bon, on est vraiment sur la cour, alors là, on est plus sur de l'école primaire, hein, je précise, hein, mais voilà. Sinon, il y a Des villes viriles du podcast, alors Les couilles sur la table, sur, la façon, dont les villes sont pensées pour les hommes avant tout. Il y a aussi Sexisme ordinaire en milieu tempéré qui est le premier épisode de Un podcast à soi sur Arte Radio. Le tout premier épisode et c'était intéressant parce que là, c'était plutôt, dans le monde du travail, de l'entreprise et cetera avec, notamment alors c'est pas exactement l'espace, mais presque, parce que c'était plutôt comment les garçons, enfin les hommes en l'occurrence, étaient plutôt souvent conviés à des réunions, que les femmes étaient un peu mises de côté. Et donc ça aussi, c'est l'espace en fait. Ce qui se disait à la machine à café quand les femmes n'étaient pas là, enfin voilà, c'est une question d'espace que je trouvais Et intéressante. alors, du coup, Samia, tu feras partie du jury, de cette deuxième édition, d'Une fois une voix et qu'est-ce qui retient, enfin, qu'est-ce qui retiendra, qu'est-ce qui retient en général ton attention, Ouais. des podcasts que tu écoutes? Bah, moi déjà, en général, ce qui retient mon attention dans un podcast, c'est l'histoire. Encore une fois, je suis obsédée par les histoires, mais je pense que c'est la pour la même raison qu'on lit des livres, ou qu'on regarde des films, hein, c'est parce qu'on aime les histoires, hein, donc c'est pas différent pour les podcasts. Un podcast, on n'a pas envie d'écouter un long exposé. Enfin, il y a peut-être des gens qui ont envie d'écouter des exposés en podcast, ça peut être intéressant, mais en général, on est happé par une histoire. Donc moi, ce que j'aimerais écouter, c'est une histoire. Après, si vous n'avez pas une histoire, c'est pas grave, j'écouterai quand même et je serai, hyper intéressée. Mais voilà, si vous avez quelque chose, un petit truc qui se passe autour de chez vous, autour du thème, du concours, n'hésitez pas à aller voir ça et raconter, bah, la grande histoire à travers la petite histoire. Et puis, bah, j'aime bien des bons personnages, c'est-à-dire des voix intéressantes, pas forcément des gens très originaux, hein, au contraire, ça peut être très intéressant d'entendre des gens, bah, qu'on a l'habitude de voir, bah, par exemple, voilà, un camarade de classe ou enfin, du je veux dire quelqu'un qui détonne pas forcément, mais mais qui a quelque chose à raconter, en fait. Parce que je pense que les personnes les plus ordinaires ont toutes des histoires à raconter et je pense que ce qui est intéressant, c'est de montrer ça aussi. Donc voilà, des une bonne histoire, un bon personnage, et voilà, quelque chose qui me donne envie d'écouter la suite, quoi. OK. Très bien, merci beaucoup. Alors, je vais lire, Ouais, les questions parce que tu as quelques questions. ouais. Alors, question de Sophie. Sophie, si je réalise un doublage, comment faire en sorte que les résultats ne soient pas trop brouillons? Ouais, c'est pas facile de faire un doublage, j'en ai pas fait beaucoup, j'en ai fait un peu quand j'ai interviewé des experts, notamment aux États-Unis et qu'il fallait, doubler. Alors, déjà la première chose, c'est d'essayer, c'est pas facile, mais de coller le plus possible au texte original, à la à l'original, enfin ce qui est dit à la base. C'est-à-dire que si la phrase est longue, essayez d'avoir une phrase plutôt longue et si c'est une phrase plutôt courte, essayez de coller à peu près à ça. Parce que parfois, c'est un peu compliqué d'une langue à l'autre. Effectivement, on n'a pas forcément les mêmes mécanismes de langue, donc ça, c'est difficile. Mais il faut essayer de s'entraîner un petit peu et puis après, une fois que vous avez de toute façon votre montage avec, la voix originale, entraînez-vous sans enregistrer tout de suite, mais entraînez-vous ou entraînez la personne qui doit parler, à le dire dessus sans enregistrer au départ, mais juste pour voir. En général, d'ailleurs, comme dans les documentaires vidéo, c'est bien d'entendre d'abord la voix de la personne. On entend quelques secondes de la voix de la personne et ensuite le doublage arrive. Voilà. Mais bon, c'est pas c'est pas impossible, hein. C'est un peu, délicat parce qu'il faut essayer de coller à peu près. Il faut pas que ce soit beaucoup plus court ou beaucoup plus long que la voix d'origine. Mais ce que vous pouvez faire sinon, c'est que vous trichez un peu. Si par exemple, ça peut être dit en français de façon très courte, beaucoup plus courte que la voix d'origine, ben, vous pouvez, enlever un peu des silences, dans la voix d'origine, par exemple, ça ira ou en rajouter aussi dans la voix française.
Voilà, c'est, difficile de répondre comme ça de façon un peu abstraite, mais voilà, c'est ce que je ferai en tout cas. OK, super. Question de Clara: «Est-il possible de réaliser un effet stéréo?» Question technique, sans micro spécialisé? Heu, alors malheureusement avec, le téléphone par exemple, ce sera pas possible. Ce n'est pas possible, parce qu'il y a un capteur, il y a une capsule en fait de micro et il y en a pas 2 comme ici. Donc c'est pas possible, mais c'est pas grave c'est pas grave. C'est pas grave, on va entendre en gros ce que ça va se faire comme différence, c'est qu'on va entendre la même chose, à droite et à gauche. Après dans le casque, quand on écoutera le podcast, quand vous écouterez le montage et cetera, c'est pas dramatique. En fait, on peut très bien aussi se retrouver dans un espace, même si on entend la même chose à droite et à gauche. Un micro stéréo aide à ça, mais si par exemple, j'en sais rien moi, vous voulez, enregistrer, un bruit de machine à laver ou un bruit, de n'importe quoi, franchement, mettez-vous prêt, avec l'iPhone et ça ira très bien. On va l'entendre quand même et on va comprendre où on est, hein, vous inquiétez pas. Mmh, Je veux surtout pas donner l'impression qu'il faut, absolument du matériel très sophistiqué. On peut faire beaucoup de choses sans. très bien. Autre question et c'est vrai que celle-ci, elle était, pas mal revenue, notamment, l'année dernière. Quelle place, on se donne dans enfin, tu as en partie répondu tout à l'heure, quand tu parlais de, voilà, se mettre en voix et cetera, mais, on avait beaucoup, d'ados qui se demandaient: «Est-ce que je dois garder, moi, mes questions ou est-ce qu'il vaut mieux les couper, ces questions-là, au montage?» Alors, honnêtement, c'est une préférence. Qu'est-ce que vous préférez, vous, déjà, écouter dans la vie? Est-ce que vous préférez avec des questions ou pas? Des fois, c'est d'un goût personnel, hein, et c'est tout à fait OK. Et sinon, bah, alors, si jamais la personne reprend les termes de la question dans la réponse. Donc par exemple, si on dit, «Qu'est-ce que tu as mangé hier?» «Une tarte aux pommes». Bah, si vous mettez juste une tarte aux pommes, évidemment, c'est un peu compliqué de savoir de quoi on parle. Mais si la personne dit: «J'ai mangé une tarte aux pommes», là, c'est possible de couper. Si vous prévoyez attention, hein, si vous prévoyez de couper toutes vos questions, dites-le à la personne en face de vous et pensez-y pendant tout l'enregistrement parce qu'elle devra faire une phrase complète. Si elle commence par un bout de enfin par une, courte réponse, malheureusement, vous serez obligé de laisser votre question. Donc ça, il faut y penser. C'est un peu compliqué. Je ne sais pas si vous connaissez le podcast Transfert de Slate où il y a aucune question, tout est enlevé, mais il faut vous dire aussi qu'il y a des heures de travail derrière et puis même des heures d'enregistrement et tout pour que la personne dise les choses correctement. Enfin voilà, c'est pas impossible, hein, mais voilà, il faut y penser, avant d'enregistrer, prévenir la personne et puis pendant l'enregistrement, que vous soyez toujours attentif à ça. Et ensuite, moi, ce que je fais personnellement, c'est des fois je coupe les questions et des fois je les laisse. Parce que c'est bien, par exemple, mettons, on n'a pas parlé non plus des voix off. Et si vous décidez de rajouter des voix off pour l'intro, la conclusion et puis, bah, un peu, au cours du récit, pendant le podcast, vous aurez déjà ce niveau de voix-là. Ça peut suffire et après vous entendez juste la voix de la personne qui, parle et voilà, on entend votre voix «en studio» entre guillemets, enfin chez vous, qui a été enregistrée bien proprement et puis on entend, j'en sais rien moi, une scène, une situation, une personne qui répond, en interview et cetera. Mais vous pouvez très bien avoir la voix off et puis de temps en temps des questions laissées dans votre interview. Donc là, vous êtes dans un autre contexte. Donc on entend votre voix dans différents contextes. On l'entend chez vous, on l'entend en situation sur le terrain et ça peut être assez riche en fait d'entendre ces différentes choses-là. Et puis en fait, pour faire simple, moi j'enlève globalement, les questions, mes questions qui sont incompréhensibles parce que des fois, dans le feu de l'action, on Mmh. pose des questions qui sont hyper complexes. Alors ça, je veux aussi vous dédramatiser ça, hein. Franchement, c'est dur, hein, ça demande des années, des années, des années de pratique de poser des questions, courtes, efficaces. Donc des fois, on dit: «Ah oui, mais alors attends, parce que si jamais tu me dis ça, alors machin» et bref et puis on finit par poser la question, mais c'est un peu fouillis. Si vous pensez que c'est trop fouillis, ben, dans ce cas, soit enlevez-la complètement, soit mettez une voix off pour, clarifier le contexte et expliquer de quoi, le contexte, voilà. Parce que si la personne répond derrière, on va comprendre de quoi elle parle. Donc voilà. Mais et puis s'il y a des questions que je trouve bien posées, ben, souvent je vais les laisser, enfin voilà. C'est si je veux montrer aussi si l'interaction est importante, par exemple, si je réagis à ce que quelqu'un dit, ça peut être intéressant de mettre ma voix. Des fois, c'est l'interaction avec la personne qui est intéressante, voilà. Bon, bah, merci beaucoup, Samia, c'était très intéressant. Bah, merci beaucoup de m'avoir invitée. Je suis très contente et puis, merci aux personnes qui nous ont écoutées aujourd'hui.